Émile, Élodie Demone. Bien le bonsoir à vous, merci de nous suivre. Une nouvelle édition d'Au cœur de l'info avec à mes côtés comme chaque mardi Élodie Demone, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Un mot qui pérévine dans l'actualité depuis ces dernières 72 heures, Private Prosecution, c'est une procédure de poursuite qui autorise un citoyen entame une poursuite contre un individu ou une entité au criminel, alors que généralement la poursuite pénale est réservée au DPP. Devant le cas qui devant nous, Rochi Badin fait choisir pour tourner vers le bureau du directeur des poursuites publiques pour gagner son autorisation pour ce qu'on appelle un livre pour qu'il y entame une poursuite contre Pravin Jugnut. Il finit envoyer une lettre, les procédures pour le private prosecution pas encore démarré. Contrairement à Bruno-Lorette, quelques mois de cela, l'étiloge lit une private prosecution contre deux ministres en passant directement par la cour de district de Grand-Port. Rochi Badin lit et demande l'approbation avant du DPP. En quoi ces deux procédures différentes qui sont une étape bien franchie dans le cadre d'une private prosecution, le rôle du directeur des poursuites publiques, vous guette tout cela, les rôles des uns et des autres, et autres participations dans une telle procédure, mais surtout les répercussions si et non d'une private prosecution lors d'un sitting prime minister, Elodie. C'est une démarche qui permet, Jean-Luc, un nouveau développement dans le Sangus Road. Rochi Badin sollicite ou Finjeli, le directeur des poursuites publiques, dans le cadre de ce private prosecution contre Pravin Jugnut. Ce soir, nous intéressons justement à la private prosecution qui a une procédure, qui a un débouché, qui a une implication, mais aussi une conséquence. Nous pourrons aborder cette question-là avec nos invités sur le plateau, Maître Arvin Ulkori. Bonsoir. Bonsoir Élodie, bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous les auditeurs. Merci au fin d'accepter nous l'invitation. Nous prenons également Noren Siben, ancien magistrat qui peut avec nous au téléphone, mais aussi l'ancien juge donc Vinod Boulel qui peut lui intervenir via Skype, également le politologue Avinash Manoa qui peut intervenir par téléphone 208 4999 208 5999 pour l'appel. Je rappelle également qui nous en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Alors, Arvin Elkori, nous cause une private prosecution. Ça fait donc les 3 mois aussi qu'il nous cause ça de l'affaire Bruno-Lorette contre deux ministres, le ministre Modou et parmi, et donc qui finit à un moment donné, quand elle prend la procédure, finit devant la cour, après le DPP finit faire une opposition. Maintenant, nous retrouvons dans l'autre situation, un autre cas de figure possible, et qui, Rochi Badin, il finit faire appel à DPP pour gagner un livre, comme on appelle lui, pour les capables d'aller l'avant avec un tel private prosecution. En quoi les deux procédures pour démarrer sont différentes? D'accord. Donc, Jean-Luc, ce qui nous besoin situer nous là, c'est devant qui la cour nous peut poursuivre. Donc, déjà, d'après nous la loi, dans Maurice, nous pas capables d'une private prosecution au criminel, bien sûr, nous peut que ça dit, devant la cour intermédiaire. Donc, soit il devant la cour district, soit il devant la cour suprême. Maintenant, le DPP, le bureau du DPP, normalement, il décide de la gravité de l'offense. Nous avons qui sentence ça que la cour est capable de donner pour décider devant qui la cour peut mener un cas. Donc, si il y a une offense qui nous trouvons, c'est une offense qui n'est pas triable before the district court, ce n'est pas une offense qui est capable d'amener devant la cour de district, à ce moment-là, nous pouvons bien rendre sa private prosecution là, devant la cour suprême. Donc, la procédure devant la cour suprême pour rendre une private prosecution, allons dire, est plus contraignant que la procédure pour rendre une private prosecution devant la cour district. Donc, si vous voulez, à nous, allons procédure pour la cour suprême. Donc, déjà, nous avons un cas que nous appelons le landmark case à Maurice qui cause tout cet aspect de private prosecution. C'est l'affaire de Eda Tali contre Glover. C'est un case de 1994 que la Cour suprême t'a appelé à décider. Donc, c'est au fait le full bench, 3 juges qui t'a appelé à décider pour prononcer la constitutionnalité même d'une private prosecution à Maurice. Parce que quand nous guettons nos constitutions donnent à un citoyen pas mal de droits, mais dans aucun de droit-là, il ne pas donne le citoyen ce droit d'aller poursuivre quelqu'un au pénal, au criminel. Donc, quand nous guettons la loi dit à nous, seule autorité qui est habilitée pour faire une poursuite au pénal, nos constitutions, qui est notre loi suprême, c'est le DPP. Et d'ailleurs, le DPP retenir cette discrétion de poursuivre ou même de discontinue proceeding. Donc, à n'importe quel moment, le DPP est capable de décider pour arrêter une prosecution. D'ailleurs, nous nous trouvons dans le cas de Lorette, DPP décide pour discontinue proceedings. Mais pour ce qui est la procédure devant la Cour suprême, ça procédure-là, il régit dans le Criminal Procedure Act. Là-bas, qu'il dit, c'est Andy Moon. Donc, déjà, il must be an aggrieved party. Donc, Andy Moon, là, business senti lésé. Et donc, Datali Glover, la Cour vient dire, bon, il ne pas répondre à la question, mais il dit qu'il trouve ça très
peu probable que demain, nous avons un cours de justice pour accepter ce qu'il appelle une action populariste. Ça veut dire une action populaire. Donc, la personne qui peut rendre sa private prosecution n'est pas capable de montrer de quelle façon il est lésé. He's the aggrieved party, terme qui est servi par la loi. Donc, d'après le Criminal Procedure Act, pour rendre une private prosecution devant la Cour suprême, la personne, donc le principe, c'est la personne, le aggrieved party, il fait une complaint to the DPP. Donc, là, le DPP, pour décider, à la base de tout renseignement, toute preuve qu'il y en a, est-ce que le DPP, pour rendre sa case là devant la Cour suprême, at the cost of the state, donc aux frais de l'État, ou soit le DPP dit à aggrieved person là, non, mais pas pour rendre une case aux frais de l'État devant la Cour suprême. Dans le cas où le DPP vient dire, mais pas pour rendre une case aux frais de l'État devant la Cour suprême, c'est là que ça aggrieved party là, lui-même est capable de saisir la Cour suprême. Donc, il y fait, tout case criminel, nous avons un document très important qu'on appelle the information, l'information. C'est ça, the charge sheet, une façon causée. C'est même document qui vient dire à l'accusé qui peut reprocher. Donc, the aggrieved party qu'il fait, il prend ce information et que là, il a un certificat du DPP. Donc, le DPP pour donner un certificat, bureau du DPP, bien sûr, pour venir dire que voilà, mon fin analyse les preuves que ça aggrieved party là, finalement, devant moi. Mon exerce ma discrétion pour décider qu'il ne m'a pas pour avec une poursuite aux frais de l'État. Donc, quand on a une information et qu'on a ce certificat du DPP là, c'est à ce moment-là qu'il est capable valablement loger une private prosecution devant la Cour suprême. Maintenant, quand on loge ça devant la Cour suprême, ça peut passer devant un juge. Le juge, maintenant, donc nous avons plusieurs filtering mécanismes, comment on peut trouver. Le juge, lui aussi, il a une discrétion. Le juge, quand il get sa information-là, il get sa certificat d'IPP là, le juge est capable de décider est-ce qu'il peut autoriser sa aggrieved party là pour aller de l'avant avec ce private prosecution, ou soit le juge trouver non, pena grounds pour laisser un tel private prosecution continuer, et le juge rejette cette demande-là. Donc, si le juge maintenant, donc, on finit par ce DPP dit, il n'est pas pour aller de l'avant, mais il donne nous ce certificat, ou prend l'information, ou prend le certificat, ou arrive devant un juge dit, OK, ou capable d'aller de l'avant, là, le aggrieved party, il a donné une reconnaissance de 1000 roupies, enfin, c'est ce que la loi prévoit, mais pas capable de dire si montant-là est augmenté, avec les amène des garants, 500 roupies chacun, que vous pouvez dire que, voilà, nous peut donner l'engagement, pour qui ça aggrieved party là, il est capable de procéder avec ce private prosecution. Donc là, l'affaire est logée devant la Cour suprême avec l'autorisation du juge. Une fois l'affaire est logée, c'est comme si, comme a dit DPP, même si loge une case devant la Cour suprême, là, la procédure est pareille. Donc, une fois où loge une case, pour bien tiens un summon l'accusé, donc pour bien servir sa copie information là l'accusé pour gagner l'information, pour gagner une date, l'accusé pour bien venir la cour sa date là, l'accusé pour bien comment nous dire donne ce pli ça l'information là, il bien dire est-ce qu'il est plaide coupable, il pas plaide coupable. Donc s'il plaide non coupable, à ce moment-là ça aggrieve party, c'est-à-dire monde qui n'amène sa private prosecution là, il pour bien comment dire, lui-même, il vient le prosécuteur. Donc là, il amène une preuve devant la cour. Il appelle témoignage, un document. Il met une preuve devant la cour pour venir prouver ça une chose qui est dans l'information. Mais est-ce qu'il là. est représenté là, il peut le bien faire sûr. seul ou il peut le faire seul, mais comment il est capable? Il a un avocat, bien sûr, c'est un homme de loi qui peut représenter lui pour prosecute the case. Donc à ce moment-là, il amène une preuve devant la cour pour lui venir à la fin de la journée démontrer à la cour, voilà, moi finalement suffisamment de preuves devant la cour pour que la cour trouve qu'il y a une chose qui est dans l'information contre l'accusé, in proof beyond reasonable doubt. C'est ça le standard of proof qui est dans une case criminelle. Alors là, dans la situation qui est devant nous, donc nous cause l'affaire de Roshi Badin, les filles demandent ce livre au DPP. La prochaine étape, c'est le DPP qui besoin de dire qui se stand par rapport à sa demande de Roshi Badin. À ce qui me comprend, oui, c'est ça. C'est qu'il me apprend dans la presse qui Roshi Badin adresse une lettre au DPP. Donc, d'après sa procédure qui me fait décrire au Jean-Luc, donc oui, le DPP pour bien prendre une décision. Est-ce que le DPP pour poursuivre cette affaire aux frais de l'État ou le DPP pour dire non, mais pas pour poursuivre cette affaire aux frais de l'État et en contrepartie, il donne sa certificat là à
to the aggrieved party. Et à ce moment-là, le aggrieved party prend son information, prend ce certificat Dans ce à cas, devant un juge. si donc la demande de Rocher Badin est rejetée par le DPP, qui recourt l'INA? Donc, le DPP, c'est pas que la demande est rejetée par le DPP. Donc, le DPP est capable de décider pour dire, moi, je ne pas pour poursuivre aux frais de l'État, mais voilà, prend un certificat du DPP's office qui vient dire qu'il ne pas poursuivre aux frais de l'État. Donc là, le aggrieved party, qui est M. Badin dans ce cas-là, il prend ce copie d'information et qu'il prend sa certificat-là, il alle devant un juge de la Cour suprême. Donc, il loge ce case devant la Cour suprême et là, un juge, comment on dit, il pour get l'information et le juge, quand même, il a une certaine discrétion de décider est-ce qu'il peut aller de l'avant avec sa poursuite-là ou il ne peut pas aller de l'avant avec sa poursuite-là. Alors, nous parlons en direction du standard. Est-ce qu'il nous a l'ancien juge Vinod Boulel avec nous? Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci au Pérez de nous dans cette émission-là, ancien juge Boulel. Alors, dis-nous, donc, dans le cas de figure qui est devant nous, où un juge, donc, siège en Cour suprême comme juge, alors, nous l'inviter à Vinod Corif et explique-nous les procédures pour arriver justement à ça. Et quand un dossier comme ça arrive devant un juge, est-ce qu'il y a un critère spécifique qu'il y prend en considération avant qu'il y grante, comment dire, la possibilité à donc un citoyen éventuellement pour capable entamer une public prosecution? Ce que je dois pour faire, les bouquets de fait qu'il y en a, si vous trouvez ce qu'il nous dit en droit et dans le programme fait chez case, il peut autoriser. Mais moi, autant que je me connais de toute ma carrière, je ne n'ai aucun précédent quand un juge il a besoin de prendre une décision d'une poursuite la Cour suprême. Bien sûr, je fais cause sous correction, les jeunes légistes qui, moi, peut-être, sont au courant. Mais seulement, il y a une procédure pour la Cour suprême qui, M. le Corif, bien expliqué. Mais, qui peut arriver si la poursuite qu'elle fait devant la Cour district ou bien devant la Cour intermédiaire? Devant la Cour district, dans sa case qui M. Olcorin mentionnait là, case Edatali Glover, la Cour dit, si vous voulez rentrer une private prosecution devant la Cour district, pas besoin de suivre sa procédure qui est devant la Cour suprême là. Pas besoin d'une autorisation DPP ou pas besoin d'un dernier. Et par exemple, quand vous l'aurez tiré ce case contre deux ministres, il n'est pas devant la Val DPP, il rentre ce case, mais après DPP, il arrête case là. Et le député expliquait qu'il fait une arrêt de ça, il y a l'enquête pas encore finie, ben l'accusé pas encore donné un statement, par rapport à ça aille de l'avant, mais seulement, il peut continuer à guetter qu'il peut faire dans l'avenir. Mais un point d'interrogation, si que ça, besoin de voir la Cour intermédiaire. Est-ce qu'il besoin de suivre sa procédure à la Cour suprême là? Là, il y a un problème. Parce que tout ce quand je vois la Cour intermédiaire, besoin de l'aval des pipis. Et dans la loi, autant qu'il me rappelle, il y a rien qui cause une poursuite devant la Cour intermédiaire. Il cause la Cour suprême, et la Cour dit que la Cour district n'a pas besoin de permission du pipi, mais devant la Cour intermédiaire, qui va arriver. Si, disons, M. Rossi Badin décide pour rentrer une caisse devant la Cour intermédiaire, est-ce qu'il a besoin d'un aval du pipi? Parce qu'il a besoin de garder en tête qu'aucune caisse qui est devant la Cour intermédiaire pas capable de faire sans l'aval des pipis. Je vais prendre l'exemple. En 2001, quand M. Moïse poursuit M. Béranger, les gens devant la Cour intermédiaire, la Cour intermédiaire, c'est elle fait la juridiction. Mais nous ne connaissons pas, parce que nous faisons un fait là, nous ne connaissons si pas la Cour intermédiaire dit appartient à l'aval des pipis, ou bien pour d'autres raisons. Ça, c'est un point d'interrogation. Mais, je me répéter encore devant la Cour district, pas besoin d'une permission des pipis. Mais, il faut savoir aussi que quand un private protection est rentré devant la Cour district, quand pas besoin d'aval des pipis est capable d'arrêter lui. Des pipis s'arrête case, M. Moïse contre Béranger en 2002, devant la Cour district. Justement, comment arrêter une private prosecution? Des pipis rentre un document qui appelle les prosequailles. Ok? Il fallait ça document-là, il y a un période de caisse là. Et parfois, des pipis donnent raison, mais par exemple, en 2002, quand il y avait une case contre M. Béranger,
Et DPP, pas de donne aucune raison. Mais le président DPP, quand il arrête case, on l'arrête, il dit, l'enquête pas encore finie, ça même il peut arrêter case là. Après, à l'avenir, les propriétés qui arrivent. Mais mon point d'interrogation, c'est toujours la procédure devant le point intermédiaire. Est-ce qu'il y a besoin de l'aval DPP? Parce que la loi dit à n'importe qui est-ce qu'il y a la point intermédiaire, besoin de l'aval DPP, ou bien non. Ça, pour moi, c'est un point d'interrogation. C'est un gros un brolieu, nous capable de dire, est-ce que vous pensez que ça quatre figures devant nous là, nous capable arrive jusqu'à là? Oui ou non? Let's have a test case. Ouais. Donc là, donc, nous dans sa première partie, première étape, nous sommes capables de dire avec donc, cette demande auprès du DPP, est-ce qu'il y a un time frame pour que le DPP donne donc, ce stand? Il y a un time frame, un DPP, dans le cas comme ça, il peut agir assez vite. Il ne peut pas attendre un an, 6 mois, 2 ans. Il va supposer dans les 1 semaine, 15 jours, il a besoin de prendre une décision. Après qu'il ait discuté avec son officier. Mais il n'est pas capable d'éterniser une caisse pareille. Ouais. Donc, par rapport à l'expérience d'anciens juges, dans quelle direction vous pensez nous parler? Est-ce qu'il y a un élément qui peut mettre de l'avant les suffisamment donc, important, conséquent pour que le DPP grante donc, sa l'autorisation là? Moi, je ne sais pas qu'on les fait toutes les affaires. Tout ce qu'ils sont capables de dire, ce qu'ils m'ont appris dans la presse, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, c'est que l'enquête peut continuer au niveau d'une institution. Si l'enquête peut continuer au niveau d'une institution, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore fini. S'il n'est pas encore fini, pas encore soumettre ça à DPP, et sous la loi que nous pouvons causer là, c'est DPP tout seul qui a le droit, autorise une poursuite ou bien filer une case. Mais tant que l'enquête n'est pas encore finie, DPP pas capable de faire rien. Et là, moi, j'attends une parenthèse pour dire que DPP, il n'a pas aucun pouvoir l'enquête. Il a un pouvoir poursuite ou arrêter une poursuite. Mais pouvoir l'enquête, il peut pas. Il y a des années de ça, un ancien DPP, en qui mon travail comme un petit parquet, c'est qu'il Darifat, l'article s'expliquait. Il dit que DPP n'a aucun pouvoir à l'enquête. Quand l'enquête vient sur la table, il besoin décide d'après ça l'enquête là. Tout ce qu'il est capable de faire, il est capable de faire un supplément d'enquête pour compléter une faille, pour colmater une brèche dans l'enquête. Mais M. Darifat, tu as ajouté aussi, si disons qu'il y a un enquêteur malhonnête, à n'importe que ce soit au niveau de la police ou au niveau de notre institution, qui bâclait l'enquête depuis le début même, va from the word go, comme en anglais dire. Et ça l'enquête à la table du pipi. Pendant grand-chose, il est capable de faire. Il est capable de faire colmater une brèche, il est capable de faire un supplément d'enquête. Mais si l'enquête est faussée depuis le début, ça c'est un drame, pas capable de faire grand-chose là-dedans. Alors la question se pose, est-ce qu'il bizarre est dans une institution, la tête d'un enquêteur, pour capable de superviser l'enquête? La question reste posée. Vous pensez, avec l'expérience, qu'il est bizarre dans ce sens-là? Moi, je pense bien dans ce sens-là. Et là, tu peux lire une interview de M. Douki, par avec Douki, dans Sunday Times pendant le week-end, quand il dit, bizarre introduire le système de juge d'instruction, comme en France, mais comment ça peut fonctionner? Nous ne connaissons pas copier un modèle dans le même côté nous. Et je me rappelle aussi que M. Rama Baladen aussi, qui est un grand partisan d'introduire le système de juge d'instruction pour capable de superviser l'enquête. Peut-être nous en pensons en ce terme-là dans l'avenir, parce que plus les temps passent, plus la société peut évoluer, plus l'enquête devient plus compliquée, et surtout offense d'ordre financier. Une question qui fait le législateur une donne l'opportunité le public, le jeune private prosecution, alors qui c'est des DPP qui n'a pouvoir pour poursuivre. Bon, quand on y a dans mon esprit là, un peu dangereux. Parce que moi, je ne pose pas la question tout le temps. Parce que pas oublier, sa clause qui est là, comme M. Corrie qui est mentionné dans le Criminal Procedure Act, ça tient faire bien avant l'institution du bureau du DPP. Ça, le bureau du DPP tient créé dans la Constitution de 64. Après, il est établi dans la Constitution de 68 pour la première fois
que le bureau DPP fin créé avec tout ça pouvoir-là, avec son indépendance. Mais ça va la loi qui autorise private prosecution là, ça finit établi bien avant la Constitution de 64 et bien sûr 68. Et il reste le statute book, comment nous dire, et personne n'a rien pensé bien changer ça. Mais qui fait de parce que bon, revient de ça point que M. Corinne fait là, un point très important que M. Corinne soulevait. La personne qui rentre en private prosecution, il a besoin d'un grave party. Il a besoin d'une partie qui lésée. S'il n'est pas établi qu'il subit un préjudice, qu'il subit un dommage, il n'est pas qu'à rentrer en private prosecution. Pour la bonne et simple raison, la Cour nous a expliqué dans l'affaire d'Atali, s'il est lésé, il est qu'à rentrer en caisse civile pour un dommage. Il n'a pas besoin de rentrer en private prosecution. Mais seulement, il est besoin lésé. Dans le cas qui concerne nous, M. Badin pour besoin de prouver, si pas comme un citoyen de l'île Maurice, il y a un agree party, il sent lésé parce qu'il peine à poursuite, il est là, baguette, c'est pas ou non. Donc, premier obstacle qu'il a besoin d'enlever, premier hurdle qu'il a besoin de sauter, il a besoin d'établir qu'il y a un agree party. Bon, par analogie, bon, prendre un case, quand Bandimoun tire un case, par exemple, pour contester le fait qu'un Eurodiagnat reste en Parlement quand il démissionne comme Premier ministre. Et quelqu'un tire un case, la Cour suprême. La Cour suprême, il dit non. Vous prenez le standard, vous prenez aucun intérêt là-dedans. Qui vous l'intérêt là-dedans? Comprends? Donc, si un Dimoun pas bien établi, dans quelle façon, comme M. Corinne expliqué, qu'il y a un agree party, il n'est pas capable d'entendre private prosecution. Alors, M. Janvier, par rapport à l'expérience d'anciens juges... Comment on appelle moi là? Pardon? Comment on appelle moi, M. Arvin? Non, M. Janvier a l'expérience en tant qu'ancien juge. Ah oui, ok. Un case qui reste dans les annales du judiciaire, donc à Maurice, l'affaire Rima versus Gaëtan Duval. Donc, oui. Un ministre qui est en poste et qui se poursuit fin maintenu, même quand il final en appel. Alors, pas souvent qu'il y a un sitting, par exemple, là, donc, à Rima, nous avons un ministre donc d'un gouvernement qui finit donc quitter aller, mais là, nous avons un sitting prime minister. C'est un premier dans l'histoire. Est-ce qu'il y a quand même une conséquence là, ce tenure of office? Ça, c'est une question politique, ça, pas légale. Est-ce qu'il y a une procédure qui va amener une telle situation, qui va influer le rôle d'un chef du gouvernement? Monsieur Youssouf Mohamed, il dit dans l'Express ce matin, autant que je me rappelle, il m'a posé la question, qui est capable de faire s'il y parle? Il n'y a pas qu'à faire non, il dépend de nous. Donc, il y a un grand recours, finalement. Non. Si poursuite il y a. Yeah. En tout cas, donc Vignotte Boulel, merci beaucoup donc, pour l'éclairage de cet après-midi. Je me rappelle qu'il est ancien juge, donc Vignotte Boulel qui peut donner un éclairage de la situation. Une réaction peut-être à Vignotte Corrie par rapport à... Donc, d'un point de vue légal, bien sûr, l'ancien juge Boulel, much more senior, et non, ce raisonnement... très sound in law, comment nous dire. Juste, moi, tu pourrais rebondir, c'est qu'il donc une poursuite devant la cour intermédiaire. Donc, d'ailleurs, dans le cas d'Atali Glover même, bon, moi, cite il dit We know from section 112 of the Courts Act that no prosecution can take place before the intermediate court except under a reference from the DPP. Donc, au fait, quand vous guettez la section 112 de nos Courts Act, comme manière liée, donc, devant la cour intermédiaire, c'est nécessairement le DPP qui rentre un case. Donc, nous restons devant la Cour suprême, quand on explique une procédure très bien établie et qu'on reste la Cour de district, comment le juge Boulel l'explique, pas vraiment une procédure où nous avons information devant la Cour district ou pas besoin déjà, donc ou pas besoin de certificat du DPP. Le magistrat devant qui ou peut le ça devant la Cour district. D'après la loi, il y a une discrétion comment la Cour suprême se juge et n'a pas dit je peux mettre tout case de outright. Donc le magistrat pour bien écouter case là, mais comme dans beaucoup de cas nous trouvons le DPP qui c'est un poste constitutionnel sous la section 72 de la Constitution, il garde sa discrétion either take over to institute, to take over or to discontinue proceedings. Donc
possible ou rentre une private prosecution, le DPP, le bureau du DPP réalisé que non, ça c'est un cas très important, I need to take over the proceedings, donc le DPP qui a vu la cour dit, mais si on rentre ça case, ça monsieur X, mais moi je peux take over the proceedings maintenant, c'est comme si l'État qui peut poursuivre, si vous réalisez quand le DPP take over the case, c'est aux frais de l'État, comment me l'expliquer, là c'est at the cost of the state, donc le DPP réalisé, il dit I'm taking over the proceedings, comment le DPP qui a vu dire non, I'm discontinuing these proceedings. Donc, il fallait ne les procès quoi, comment l'ancien juge Boulelin. Et tout le burden, il repose au DVP, Zodi. Exactement. Oui et non, parce que Zodi, allons dire, ce qui m'a capable de comprendre, c'est que comme si cette private prosecution-là va aller devant la Cour suprême. Donc, pour aller devant la Cour suprême, donc déjà, comme on expliqué, ou get DPP, ou demande le DPP en façon causée, in layman's term, est-ce qu'il est disposé pour suivre ça case-là aux frais de l'État? Nous guettons qui DPP dit. DPP a dit ou non. Quand il dit non, il peut donner un certificat, là où trappe pour certificat et information, ou aller devant la Cour suprême. La Cour suprême, un juge, il a cette discrétion, quand il guette l'information qui est devant lui, il décide est-ce qu'il est toujours capable de l'avant avec ou case, ou pas capable de l'avant avec ou case. Mais, petit guide qui me lit dans la presse, ça va une offense qui nous peut faire, nous peut guetter dans sa présent cas-là. Il paraît que c'est une offense ou pas capable de poursuivre devant la cour district. Donc, c'est ce qui explique un peu la démarche qui fait M. Badin dans le DPP. Nous payons cause le private prosecution qui peut loger par Rochi Badin et ça demande auprès du bureau du directeur des poursuites publiques et le stand donc qui est attendu de la part du DPP. Nous allons inviter d'apport de l'éclairage. Donc là, tu allais au combat téléphone le 208 4999 208 5999. Nous manquons une courte pause et nous revenons juste après pour la suite de nos ban intervenants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait c'est acheté parce que ça dimanche, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
2 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Retour sur le plateau, nous faisons cause private prosecution, les procédures et dans quel cas de figure, donc qui va l'étape surtout pour aller de l'avant après le cas qui est devant nous avec Rochi Badin qui fait une tournée vers le bureau du directeur des poursuites publiques pour gagner ce stand avant qu'il y a de l'avant. Nous cause avec l'ancien juge Boulel il y a un moment. Là, nous retrouvons donc un autre membre du judiciaire, un ancien magistrat cette fois. Laurent Sibon, bonsoir. Bonsoir Émile, bonsoir les auditeurs, téléspectateurs de Radio One. De Radio Plus, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Alors, Laurent Sibon, mais s'il vous plaît, rejoignez-nous pour un éclairage aussi en tant que magistrat. Donc, nous aussi, il y a un moment, un autre cas de figure au lieu de la Cour suprême qui, si ça arrive donc devant une cour de district ou ancien qui magistrat, est-ce qu'il y a l'expérience de magistrat ou fait une l'occasion donc gagner une private prosecution qui vient devant vous? Oui, j'ai eu l'occasion d'avoir un private prosecution, mais j'ai oublié pour quelle offense c'était. Alors, donc, quelles sont les considérations justement par rapport à ça? Donc là, nous trouvons un élément qui ne sont aussi dans la presse, nous trouvons un document qui ne fuitait, nous trouvons un point qui mettent en avant dans la lettre que Rochi Badin envoie au bureau du directeur des poursuites publiques. Donc, il y a un stand qui lui prend, et si ça aussi arrive devant la cour de district, un magistrat donc, qui se bat une considération primaire. Bon, la première chose, c'est que quand le citoyen vient avec un private prosecution, le magistrat a des choses à vérifier avant. La première chose, écoutez, d'abord le principe, c'est que l'autorité publique, c'est-à-dire le DPP et son mandataire, la police, qui initie les procès. Les procès, là on parle de procès criminels, là on ne parle pas de civil. Maintenant, exceptionnellement, on permet le private prosecution aux citoyens. Des fois, c'est aux compagnies. Des fois, par exemple, lorsque la municipalité agit pour poursuivre les gens, etc. en cours, c'est private prosecution, tout ça. Bon, maintenant, le magistrat, lui, le citoyen, quand il a une affaire à rentrer, une poursuite au criminel à rentrer, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, il doit se rendre devant le magistrat. Là, il doit loger ce qu'on appelle l'acte d'accusation. En anglais, on appelle ça indictment. En français, c'est l'acte d'accusation. Chez nous, on dit the information. Right. Ça, c'est un document crucial. S'il y a un problème avec ce document-là, toute l'affaire va tomber. C'est le document, c'est un peu la fondation, comme pour la fondation d'une maison, c'est la structure fondamentale, l'acte d'accusation est, si vous voulez, l'instrument fondamental pour pouvoir construire un private prosecution. Donc, il est essentiel que cet acte réuni soit valable et que toutes ses composantes soient présentes. Par exemple, le magistrat va rechercher avec le citoyen que les faits qu'il avance sont des faits véridiques. Par exemple, le citoyen viendra dire Monsieur X a fait des paiements excédant 350 000 roupies en cash à l'occasion d'une vente tel jour
à tel endroit. Donc ça, c'est un fait. Mais il faut que quelqu'un jure à ces faits pour donner du poids, de la valeur à ces faits-là. Donc le citoyen va jurer sur la véridicité de ces faits-là. Première chose. Maintenant, le magistrat doit s'assurer que les faits qui sont avancés contre l'accusé sont des faits qui, comme dit l'anglais, amount to an offense, sont équivalents à une offense. Alors, il doit dire, le citoyen va dire, il a fait ses paiements en cash, tel jour, etc., en violation de telle loi. Il va préciser cette loi-là. Et là, le magistrat va vérifier si telle offense existe dans notre loi. Si une offense n'existe pas, à ce moment-là, tout s'écroule. Il faut que les faits avancés correspondent à une offense. Donc, c'est la deuxième chose qu'il vérifie. La troisième chose que le magistrat doit faire, c'est qu'à ce moment-là, quand il est satisfait que les deux éléments sont là, le citoyen a juré sur les faits correspondent à une offense, à ce moment-là, il ouvre un dossier de la cour, un dossier criminel. C'est ça qu'on appelle, on donne une référence. Ça s'appelle le cause number. Cause number, il donne un cause number. La quatrième chose qu'il fait, il donne un summons. Il tire un summons. C'est une convocation. La cinquième chose, c'est que ce summons-là sera servi sur l'accusé par un huissier de la cour pour lui dire, monsieur, il y a un private prosecution qui a été rentré contre vous pour telle ou telle offense. L'affaire sera appelée telle date en cours. Vous devez être présent pour répondre à ce private prosecution-là. Et le jour arrivé, l'accusé se présente, on va lui lire l'acte d'accusation, et là, il va plaider. Plaider va lui dire présenter les arguments, plaider va dire s'il est d'accord, s'il est coupable ou non pas coupable. Alors, s'il dit qu'il est coupable, les choses s'arrêtent là, le magistrat va procéder aux sentences, mais demandera d'avoir certaines preuves. Que certaines preuves soient fournies à la cour avant de passer aux sentences. Si l'accusé dit non, je n'ai pas, ces faits-là sont faux, il nie les faits, à ce moment-là, le magistrat va lui dire, vous allez vous défendre vous-même, vous allez prendre des avocats pour vous défendre, l'accusé va faire son choix, l'affaire sera renvoyée pour que l'accusé puisse, avec son avocat, préparer sa défense pour venir se défendre. Alors, Laurent Simon, donc dans le cas devant nous, nous connaissons qu'il y a l'enquête qui peut faire au niveau de l'ICAC, et l'enquête pas encore bouclée, et donc il y a toujours la possibilité que DEP dire, pareil comme dans le cas de Bonne-Lorette, nous attendons que l'enquête finisse bouclée. Mais écoutez, oui, le DPP a, en vertu de la Constitution, plusieurs options. Il peut intervenir dans l'affaire pour l'arrêter. Il peut intervenir dans l'affaire to take charge of the case. Lui-même, il va mener la poursuite. Il peut intervenir, ou bien il peut laisser le citoyen lui-même, mais il a ces pouvoirs-là. Mais seulement, le DPP ne peut agir que dans l'intérêt public. Vous savez, permettez-moi de faire une petite discrétion. L'intérêt public, c'est une notion très méconnue à Maurice. Mais c'est ça la chose fondamentale s'agissant des autorités publiques dans leur comportement. Le DPP ne peut pas prendre n'importe quelle décision. La première chose qu'il doit faire, ICAC ou pas ICAC, enquête ou pas enquête, lui, il doit analyser la situation et il doit arriver à la conclusion qu'est-ce qui est meilleur dans l'intérêt public. Si c'est l'intérêt public que j'arrête l'affaire, je laisse l'ICAC continuer. C'est bon. Si c'est dans l'intérêt public que je laisse le citoyen lui-même poursuivre, c'est bon. Si c'est dans l'intérêt public que je discontinue l'affaire, c'est bon. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que, vous savez, sur le DPP, il y a des jugements de la Cour suprême qui a connu ces litiges-là. On est venu dire que le DPP n'est pas accountable à personne dans la décision qu'il prend. Ça, c'est une anomalie parce que dans d'autres pays, quand vous avez une institution qui peut prendre des décisions aussi importantes, il est accountable. Ici, dans notre Constitution, il ne l'est pas. Mais seulement,
ce qui est reconnu, c'est que lorsque l'autorité publique agit, il doit agir dans l'intérêt du public. Alors, il faut que sa décision, quelles que soient les trois options qu'il va choisir, soit dans l'intérêt public et il doit justifier de l'intérêt public. Là, puisque personne ne l'oblige, c'est une question de crédibilité pour l'institution. Avant, avec le juge Veneux Boulet, l'ancien juge plutôt du cause de private prosecution, justement, est-ce que vous pensez peut-être que ça amène un changement à ce niveau-là? Est-ce qu'il vous a revoir tout cet aspect? Moi, je pense qu'il faut certainement, merci de votre question, le private prosecution, quelle est sa raison d'être? Sa raison d'être, c'est empowering the citizen. On donne le pouvoir aux citoyens. Et de nos jours, c'est très relevant. Il y va du niveau de vie des Mauriciens, de leur bonheur, de leur paix, le private prosecution. Quand on voit que l'autorité publique, dans plusieurs occasions, est en train de faillir à son devoir, mais vous avez vu, je ne vais pas citer comment la commission d'enquête a montré du doigt certaines institutions qu'il fallait fermer, a montré du doigt certaines personnes qui étaient involvées dans le trafic de la drogue, et que les institutions n'ont toujours pas réagi. On a vu un ministre, alors qu'il était ministre, a fait ouvrir des comptes dans les banques suisses, en violation de la loi, entouré de gens qui étaient des escrocs, qui avaient des procès en cours. Il y avait des enquêtes. Et puis il y avait comme ça plein d'enquêtes qui sont, c'est du camouflage, et que finalement, qui perd? Le citoyen, le public. Tandis que dans un contexte de carence administrative, de carence et de nonchalance des institutions, pour défendre l'intérêt public, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et l'idéal, c'est le citoyen lui-même en disant, monsieur, prenez les choses entre vos mains. Prenez les choses entre vos mains, les choses sérieuses. Les institutions sont entachées, les institutions ne fonctionnent pas, il y a un dysfonctionnement. Le citoyen doit prendre, c'est un peu comme à l'armée, ça. L'armée fait appel aux citoyens pour aller défendre la patrie. Donc, est-ce qu'il y a besoin de donner plus de possibilités, plus de capacité à ce citoyen-là d'aller de l'avant? Parce que souvent, ce genre de procès, le private prosecution, je connais, il y a arrêté à un certain niveau, au final. Oui, non, écoutez, moi je suis pour, ma position est pour qu'on empower le citizen. En même temps, on crée, si vous voulez, un contrôle sur lui. Par exemple, ici, on donne toute la latitude au citoyen d'entrer la poursuite. On devrait lui donner aussi les documents qu'il réclame. J'avais vu quelques semaines ou moins de cela, à l'occasion d'un private prosecution, qu'une des parties avait demandé les statements que la police avait pris d'un accusé qu'on lui avait donné, etc. Si ma mémoire est bonne. Moi, je dis non, il faut donner à un citoyen qui engage une action, l'administration doit lui fournir les éléments qu'il a. S'il a des statements pris de l'accusé, il doit lui donner ça. Parce que lui, il fait un travail pour le fonctionnement du droit, pour le fonctionnement de la justice, pour le fonctionnement de l'appareil administratif et l'appareil du judiciaire. On doit lui donner. Mais ce que je lui dis, il faut empower, c'est pourquoi je suis pour une réforme. Mais en même temps, le DPP, il a le pouvoir, ça peut créer des abus. Si vous donnez trop de pouvoir aux citoyens, il faut contrôler, attention qu'il y ait des abus. Mais bien sûr, le DPP ayant le pouvoir de stopper une affaire à n'importe quel moment, le DPP peut utiliser ce pouvoir-là pour empêcher qu'il y ait des prosécutions abusives. Bien sûr, selon la section 72. En tout cas, merci beaucoup, Laurent Seaburn, pour votre éclairage. L'idée qu'il faut empower les citoyens, et même, j'ai eu l'occasion de le dire, dans d'autres domaines, comme on le fait dans le domaine du droit criminel, c'est limité au private prosecution, au droit criminel. Dans d'autres domaines, je vous donne un exemple. Dans la vie économique de tous les jours, vous entendez les politiciens dire, on fait un aéroport, ça va coûter 14 milliards. Mais on n'a pas les détails des comptes parce que l'information est bloquée, on n'a pas de freedom of information ici. À ce moment-là, comment le citoyen va faire? Et l'argent qui est pris, c'est l'argent qui sera des dettes sur la tête du citoyen.
Alors là, on est obligé. Et maintenant, plus tard, vous apprenez que qu'en réalité, c'était pas 14 milliards, c'était 8 milliards. Donc, on est en train, sous la couverture d'un projet d'envergure, en réalité, cela cache un vol, une dilapidation de l'argent public. Bon, qu'on peut faire? Aucune institution ne peut intervenir. Aucune institution. Nous disons, pareillement, on devait donner, et j'avais fait une vidéo dessus, pour dire il faut empower le citizen, d'emmener en cours l'autorité publique pour lui dire de donner les comptes. Pour lui dire de donner les comptes, comment justifier les 14 milliards. À ce moment-là, moi je prends l'exemple de private prosecution comme un instrument qui existe dans notre loi, qui va nous permettre de combattre le gaspillage de fonds publics et la corruption et l'abus de pouvoir par les politiciens. Donc, moi, je suis non seulement, comme le juge voulait dit qu'il faut réformer l'institution de private prosecution, moi je dis qu'il faut l'étendre. La solution de l'île Maurice, du citoyen mauricien, de la nation se trouve dedans. C'est comme ça qu'on combattra le fléau du gaspillage des fonds publics, qu'on combattra les abus de pouvoir et la corruption et la nonchalance des institutions. Si la police n'agit pas, alors que l'activité criminelle et délibérée est en train de miner. Prenez le cas de la drogue. Aujourd'hui, la nation est en danger. L'activité criminelle de la drogue est entreprise par qui? Par des jeunes de 19, 20, 22, 23 ans. On est en train de faire de la nation mauricienne une nation de drug dealers, de trafiquants de drogue, et ajouter à cela de meurtriers. Quand vous regardez la férocité, l'atrocité avec laquelle cette dame a été tuée la semaine dernière, oui. Quand vous regardez ça et que vous regardez les jeunes, vous n'avez peur pour la nation? Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans? Une commission d'enquête nommée par la République de l'île Maurice vous dit qu'il y a un gros danger de la drogue, qu'il y a des dispositions à prendre immédiatement. Et d'abord, la première chose, il fallait casser là-dessous. Pourquoi? Est-ce qu'elle soupçonne que l'action a été infiltrée par les éléments de la mafia? Mais il doit y avoir une bonne raison. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait et le fléau devient un cancer pour notre société. Dans ce contexte-là, il fallait qu'un citoyen puisse avoir le pouvoir de mettre l'autorité publique qui était en charge de faire ces réformes-là devant la justice pour lui dire, monsieur, venez expliquer pourquoi vous n'avez pas procédé à ces réformes qui sont vitales à la nation mauricienne et pour laquelle vous êtes payé par les deniers publics, par l'argent des contribuables pour faire un travail. Laurent Sibonne, merci de votre intervention. Donc, nous avons notre intervenant qui peut être à nous. Donc, merci pour cet éclairage. Peut-être une réaction à Vin Alcori. Donc, pour l'ancien magistrat Laurent Sibonne, il peut dire qu'il peut empower le citoyen pour être capable, il peut même prévoir, envisage une réforme pour être capable d'aller plus loin dans la private prosecution, mais seulement avec bien sûr ban garde-fou. Bien évidemment, nous pouvons bien ban garde-fou parce qu'à ce moment-là, comment nous dire, we open the floodgate pour gagner beaucoup de private prosecution à travers contre moi, contre tout le monde. Vous pouvez comprendre. Donc, pour bien mesure ça droit qui nous peut donner citoyen là, parce que nous pas besoin oublier que le criminal prosecution à la base c'est quelque chose qui est, allons dire, réservé à l'État. Et à Maurice, d'après nos constitutions, c'est réservé au DPP. Donc, c'est le DPP qui garde ce pouvoir, cette discrétion de poursuivre. Mais moi, je peux aussi rebondir sur le cas qui, il est vrai dans nous la loi, il n'y a aucune disposition qui dit à DPP besoin d'une raison quand il peut discontinue un proceeding ou pour ce une décision qu'il y prend, parce que c'est là qu'il garde cette entière discrétion. Bien sûr, il est basé sur les relevant conditions, il y a un facteur qu'il prend en considération, il n'est pas supposé d'une raison, mais c'est qu'il... Mais les high profile cases comme ça, mais c'est qui est très, très, allons dire, louable, c'est au fil de, je ne sais pas, 5-6 dernières années, la majorité ban high profile cases, nous finissons trouver un communiqué émanant du bureau du DPP, que le bureau du DPP finit expliquer qui fait, il prend la décision qu'elle a prise. Donc,
ça c'est quand On même... a la transparence, c'est Voilà. important pour les citoyens. Mais nous besoin aussi faire ressortir qu'il y a le cas de Moïse, à côté pour la première fois, au moins nous avons un éclairage, allons dire, judiciaire, qui n'a même jusqu'à Privy Council, que tu viens de dire, que le DPP, comme un public official, ce décision est amenable to judicial review. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que le DPP lui fait, comment nous dire, ce qu'il a envie et qu'il n'est pas répondre à personne. Non. C'est vrai qu'il garde un grand pouvoir de discrétion, un grand pouvoir de manœuvre dans ce qu'il fait, donc comment il arrive à ce genre de décision. Mais nous avons un case, nous avons un Privy Council qui finit de dire que le DPP, being a public official, donc n'importe quelle décision il prend, est toujours capable de demander. Voilà, il est accountable, il est toujours capable de demander une judicial review. Bien sûr, judicial review, c'est une procédure assez contraignante, ou bien montrer qu'il y a un arguable case, ou bien montrer que décision là, allons dire, les fautés, les flawed, les certaines grounds qui sont très limitatifs dans la loi, mais n'empêche, nous avons une possibilité dans la loi pour challenge, allons dire, ou pour revoir une décision du DPP. Avant de mettre la pause, M. Content, on aurait vu le concept de fair trial qui est un accusé. Donc, il a aussi un droit, hein, donc quand il y a une poursuite, un droit fondamental, nous ne pouvons pas dire. Et donc, dans sa case qui est devant nous, une case criminelle, donc, comment ou qui ou lecture ou de sa concept là. Donc comment nous t'explique procédure t'allais là Jean-Luc. Une fois qu'il allons dire une feeling avec toute autorisation qui besoin une loge ou information devant la cour. Comment maintenant mon collègue monsieur Siben qui est un ancien magistrat expliqué, il gagne une cause number dans la cour. La prochaine étape, c'est vous faire servir sa information-là à l'accusé. Si vous pouvez poursuivre un dibon. Maintenant, quand l'accusé gagne un summon, c'est un summon de la cour ou bizarre vient la cour. La cour peut dire où vient. Donc là, où vient un accusé, la personne à qui c'est servi, il devient un accusé. Donc dans le cas devant nous, vous que je écoute nous, Pravin Jugnut, quand c'est un servi l'oli. Éventuellement, il faut all the boxers et qui ne servi l'oli, il vient un accusé. Donc comme n'importe qui accusé qui vient devant la cour pour répondre à une charge criminelle, la Constitution donne ça à l'accusé là, un droit. Panoplie de droits. Mais dans tout ça là, comment on point out, Jean-Luc, droit important, c'est le right to a fair trial. Donc, il a droit à un trial qui est équitable devant la cour. Et qui appelle un fair trial, c'est un concept, allons dire, qui finit évoluer au fil du temps, qu'ils ont dit, d'après la dernière allons dire, jurisprudence qui est à Maurice devant le Privy Council ou une instance de droit humain international comme le European Court of Human Rights, les Vindiaou, donc on faisait un condensé, même nous la Cour suprême Vindiara à maintes reprises qui un fair trial aussi comprendre un fair inquiry by the police. Donc on n'est pas capable d'avoir un fair trial si vous payez un bon, non, il n'est pas correct pour dire, mais il y a forte chance que si vous payez un fair inquiry by the police, vous pas nécessairement retrouver avec un fair trial. Parce qu'il y a l'affaire de Mahmoud, je crois que 1998, que la Cour suprême dit, pas dans tout cas quand il y a un unfair inquiry by the police, automatiquement nous pouvons dire qu'il y a un unfair trial. Non, ce n'est pas le cas. Mais il reste débattable si ou peut amener un accusé devant la cour, les bizins gagnent sa fair inquiry by the police. Donc déjà, nous, il y a pas mal d'autorité à Maurice. Le dernier qui me rappelle en date, je pense, c'est l'affaire de Largesse. Bon, vous bizins compte vérifier. Quand la cour finit même vient dire, si ou pas mettre the charge to the accused, donc déjà, ou peut commencer enfreindre ce right to fair inquiry. Parce que fair trial, comment on dit, une seule composante, c'est un fair inquiry by the police. Donc, on fait l'enquête, ou bien put the charge to the accused, ou bien dire l'accusé là, m'opérer pour toi, telle affaire, qui te est pour dire. L'accusé qui décide pour garder ce droit au silence, comment l'accusé est capable de décider de nous sauver à son défait. Donc, ça, stage l'enquête là, est également important. Donc, quand, moi, mon point de vue, c'est quand on a une private prosecution à côté la police ou, comment nous dire, un investigating authority, il fait sur l'enquête quand même. Il y a certaines règles qui ont besoin de suivre quand la police fait l'enquête. Il y a un document qui s'appelle un judge's rule qui ont besoin de suivre. Comment, quand on charge l'accusé, qui bonnes affaires ou besoin de dire l'accusé, qui warning ou besoin de donner l'accusé. Ou pas juste donner warning ou besoin de mettre ça en écrit. Donc, il y a quand même certaines garanties qui nous la loi prévoit au stade de l'enquête qui besoin respecter pour qu'il demain, quand l'accusé est poursuivi devant la cour, nous capables, allons dire, qui
finir une fair inquiry et donc ça peut pas pour impacter le ce right to a fair trial. Mais si on a un cas que nous pas connaissons si finir dans l'enquête, pas finir dans l'enquête, demain comment nous venons démontrer à la cour, bien sûr comme l'ancien juge Boulen, il dit premier, ou vous avez démontré you are an aggrieved party. Allons dire on finit de démontrer ça, comment vous aussi venez démontrer à la cour qui ou en tant que prosécuteur, ou en tant que la personne lésée qui peut amener ça devant la cour, ou l'enquête aussi finit faire d'une manière équitable. Ça, c'est un gros challenge. Nous, pour manquer une courte pause, nous pourrons trouver nous dernier invité, Avinash Manoa, politologue, dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Dans la direction du Standard, on est avec nous Avinash Manoa, politologue. Bonsoir. Avinash Manoa. Oui, bonsoir Jean-Luc, ça va? Ça va très bien, merci. Vous pouvez répondre nous cet après-midi à Avinash Manoa en tant que politologue. Alors, monsieur, vous finissez d'écouter avec attention tout ce qui a été dit sur le point légal, mais sur un point plus politique, parce qu'il a, nous pas cause le citoyen lambda, nous pas cause le chef du gouvernement. Alors, quelles répercussions possibles au un sitting prime minister quand il a un procès, il risque d'être accusé dans box, il peut être appelé en cours si toute bonne étape est respectée et est accordée. Donc, quelles répercussions? Déjà, comme on peut dit depuis le début de l'émission, Jean-Luc, c'est une situation inédite. Donc, nous payons précédent, nous payons pas de passeport là encore, nous pas connaît exactement. Mais nous avons deviné qui, déjà, pour le Premier ministre lui-même, pour le chef du gouvernement, il peut une situation que ce pouvoir, pour grandement affaibli. Il rend une situation de fragilisation de ce assise sur l'appareil d'État. Ça, il a plusieurs répercussions à ça. À ce fait, nous avons deviné que pour l'instant, la majorité du Premier ministre est solide, donc nous n'avons aucune raison de croire qu'il pouvait vaciller par rapport à ça. Mais il ne faudrait pas oublier c'est que nous pays déjà dans une situation difficile. Le Covid, comme le monde entier affecté par le Covid, donc nous payons aussi l'ILADAN, nous payons
comment subir le début d'une crise économique qui peut accentuer en 2021. Nous pays la guerre acharnée pour qu'un tiers dont Maurice soit la liste noire de l'Union européenne. Et ça, c'est typiquement le genre de cas, par exemple, qui n'est pas très, très positif par rapport à tout ça. Hein. Maintenant, par rapport à un problème économique et social qui est venu, nous avons deviné que le gouvernement, les Poubisa, il a une marge de manœuvre solide. Ce qui revient à dire que le Premier ministre, Poubisa, il a une assise solide. Donc, d'un point de vue parfaitement objectif, ce qui me semble certain, moi, c'est que le Premier ministre rentre dans une zone de fragilisation et que sa zone de fragilisation-là, capable, amène une conséquence difficile pour le pays parce que quand il n'a pas les moyens de prendre une décision difficile. Quand Poubisa prend pas une décision-là. Donc, selon qui pour la meilleure approche, peut-être, qui Pravin Jugnot est capable d'adopter? Vous savez, bon, pas le Premier ministre. Hein, nous connaissons nos systèmes électoraux, nous connaissons qu'un Premier ministre, il y a toute une panoplie d'options. C'est ce ban conseiller qui peut conseiller pour prendre une décision. Mais parfaitement objectivement, en tant qu'observateur extérieur, s'il arrive à une situation qu'il est tellement fragilisé que le pays commence à en souffrir, pour moi, ce qui est clair, les Poubisa et le ban mauricien aux yeux. Alors, là, moi, tu peux dire, donc, le Karima versus Queen et Gaëtan Duval, il est resté comme ministre de ceci ou Sagor, après la rupture de la coalition PMSD. Et donc, Gaëtan Duval fait une service d'opposition d'avocat pour traîner devant la justice pour une private prosecution. Et après, c'est qui finit arrivé, ensuite, il finit être destitué. Donc, là, nous trouvons un ministre. Et donc, dans une situation pareille, un Premier ministre qui devant la justice, qui risquait d'arriver, si nous rappelions encore une fois, les procédures suivent comment il était et qui tous les critères satisfaits pour qu'il s'acquitte ça de l'avant. Nous avons quand même, aujourd'hui, une globalisation de l'information. C'est le Premier ministre de la République de Maurice. Est-ce que l'impact sur le plan international capable aussi être considéré? L'impact sur le plan international, vous connaissez, c'est difficile de mesurer un impact sur le plan international des affaires comme ça. Par rapport à ça, il ne faudrait pas oublier que dans d'autres pays, il y en a beaucoup de chefs de gouvernement ou de chefs d'État qui il déjà arrivé qu'ils ont poursuivent pendant qu'ils sont in office, hein, comment dire. Ça n'a pas forcément eu un impact négatif sur le pays. Pour l'instant, nous avons deviné que, comment on dit, ou même Jean-Luc, on n'est qu'au début des procédures. Hein. Il y en a beaucoup d'étapes pour franchir avant qu'on arrive à une éventualité où le Premier ministre se retrouve dans une situation que le cas, il faut bien démissionner ou pas. Hein. Donc, pour l'instant, a priori, non, pénal impact. Mais encore une fois, pour moi, Moréville, non, ça fait liste noire là. Nous connaissons que, actuellement, là, l'institution mauricienne et l'institution européenne, puis travaillent de concert pour essayer tiens Maurice sur sa liste noire là le plus rapidement possible. Et clairement, par rapport à ça, c'est de la mauvaise publicité. Et encore une fois, je ne suis pas juge, je ne suis pas jury, je ne suis pas avocat, mais en tant que citoyen, pour moi, le Premier ministre aurait tout à gagner en clarifiant les choses, de manière claire, hein, devant la population. Parce que ça qui est en jeu, ce n'est pas seulement son intégrité. Les causes de son intégrité, il y en a sans doute raison. Ce qui est en jeu, c'est aussi, mine de rien, la destinée immédiate du pays. Et moi, j'espère qu'il prend ça en ligne de compte quand il communique plus amplement dans cette affaire-là. Finalement, la communication de vendredi aussi, donc il fait intervenir 3 mois après qu'il a fait finir éclater. Est-ce que vous pensez sur réaction trop tardive? Encore une fois, Jean-Luc, moi pas conseille le Premier ministre, mais moi, pensais qu'il utilisait être beaucoup plus clair, beaucoup plus ferme et beaucoup plus rapide à répondre, absolument. Parce que l'IN, ça fait bien simple, ça. Plus Watan pour répondre, plus soupçon pour apparaître dans l'esprit du monde. C'est naturel, c'est humain. Donc, le Premier ministre dit depuis le début qu'il n'a rien à se reprocher. Objectivement, objectivement, on n'a aucune raison de ne pas le croire. Donc, viens justifier rapidement et clairement. Parce que, honnêtement, Jean-Luc, moi, je trouve que c'est très, très triste que toute la sphère politique est réduite à un débat d'avocats, un cas comme ça, alors que nos pays peuvent faire face à immenses défis sociaux, immenses défis sécuritaires, immenses défis économiques. Nous, on a l'autre problème. Nous ne pouvons pas perdre dans l'eau, là. Avinash Manoa, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc. Voilà donc pour l'interprétation politique de cette situation qui est devant nous par Avinash Manoa. Nous parlons de la du standard. Oui, de 08 4999, de 08 5999, Radio de Glen Park, bonsoir. Oui, bonsoir tout mon invité qui est sur le plateau. Et comment nous trouver et on croit d'ailleurs il y a une fois là nous sommes qui
Et ce qui m'a fait exprimer, c'est qu'il y a un raisonnement et un éclaircissement. Alors, moi, je me demandais tout ça là, est-ce que tout ça va un éclaircissement, tout ça va un raisonnement, et madame est bien causé, d'accord. Mais est-ce que tout ça là pour profite le peuple? Est-ce qu'avec tout ça là, le peuple pour éclairer, le peuple pour connaître qui parle? Et quand on dit élection passée, nous votions. Grande question, pourquoi que tout le monde peut poser autres, est-ce que nous votons pour qu'il y ait un tel événement arrivé, et surtout dans le cas Premier ministre? Nous, c'est pas qui est arrivé, qui ne vient pas connaître. Mais est-ce que nous votons pour ça? Qui peut arriver? Qui ne peut pas attendre? Hein? Si vraiment le Premier ministre peut dépêcher ses affaires, qui peut arriver? Quand je me dis, je me suis jamais arrivé, c'est un Premier ministre d'un État. Ouais. Mais qui voulait venir humoriste? Enfin, nous pouvons entendre bien évidemment quelle suite à cette procédure de private prosecution qui peut décider. Ensuite, qu'il a couru pour aller, comment ça peut passer? Est-ce que Rochibadin pour capable venir prouver le stand-by dans ces affaires-là? Donc, tout cela pour bien rentrer en jeu. Merci pour l'intervention. Merci Radjou. Loki de 4 bornes, bonsoir. Et bonsoir toute l'équipe. En tant qu'un citoyen, et moi une taxpayeuse, et personnellement, j'ai administré 2 groupes Facebook. Oui. Il y a beaucoup de fichiers gouvernement de moments d'information qui m'ont mis. Parmi eux qui m'ont reçu aujourd'hui, le Premier ministre, dans sa conférence de presse, il fin dire entre 2008 et 2013, il fin paye 20 millions de roupies à M. Govindan. Il y a un trans payé en septembre 2013. Et un représentant de MOA call moi le matin, il dit moi comme ça, entre 2008 et 2013. Monsieur Jagnat, jamais il déclaré qu'il peut payer 20 millions. Jamais il déclaré qu'il peut payer à l'argent. Et jamais il déclaré de ce compte. Maintenant, en tant qu'un citoyen, taxpayeur, est-ce qu'il est capable de demander le MOA ou bien le Premier ministre, donne-moi de bons détails sur compte? Peut-être. Non, parce que moi, je peux dire monsieur. Parce que moi, un taxpayeur, comme on dit, 20 millions de roupies payés en quelques tranches dans 5 ans, il y a une grande somme, ça. Vous mettez en avant ou le stand-by à citoyen. Oui. Non, je comprends au point. Écoute, peut-être Avin Alcoro. Merci pour l'intervention. Légalement, comme on nous dit, c'est long shot. On a tout ça taxpayer là. Donc, si à chaque fois, comment dire, le seul fait que quelqu'un se la paye ou payé par, comment on nous dit, taxpayers money, l'argent des contribuables, vous avez demandé compte. Donc, ça pas mort dans sa façon-là. Par exemple, pour un député, donc, on a la loi, que Zobizavine fait une déclaration, l'ose de avoir et tout. Donc, ça, malheureusement, pour moi, en droit, il n'est pas suffit, comme on dit Jean-Luc, il n'est pas un stand-by pour qu'il dire au sitting prime minister, dévoilement ou ban données bancaires ou ban bank statement pour me guetter que tout le monde a un casse pour payer. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission, Alvin Alcori. Pour où, en tant qui veut le milieu légal, donc c'est une jolie case study qui est devant nous. Et vous pensez donc le DVP pour capable rapidement donc de ce stand? Bien sûr, en tant que légiste, Moboudiaou, c'est pas bonne affaire qui arrivent tous les jours, comme Mopédiaou. La dernière affaire, allons dire de Landmark Case, en date de 1994. Bon, après, on a l'affaire de Moïd dans les années 2006, voilà. Mais oui, c'est intéressant de voir dans quelle direction ça case là pour aller. Quand même, nous pas cause n'importe qui citoyen lambda, comme on nous dit, qui nous rencontrer, nous cause le Premier ministre, le sitting Prime Minister du pays. Donc, bien sûr, comment vous dire, tous les regards sont braqués vers le bureau du DPP parce que quand même, nous pouvons attendre pour connaître qui le DPP pour décider. Et moi, personnellement, moi, je pense, pareil, DPP pas besoin d'une raison, mais d'un high profile case comme ça a été la pratique dans le passé,
mot attendre qui dit puis pour venir expliquer sa motivation qui fait l'ine décide comment l'ine décide. De Stan qu'il vous. Bien sûr. Merci beaucoup Avina Corée pour présence sur le plateau. Merci à tous les intervenants qui finissent répondre présent pour l'émission cet après-midi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités. Merci également à nos auditeurs. Merci également à nos internautes. Et merci également à vous, Jean-Luc. Jean-Luc, oui, ne merci. sera pas avec moi la semaine prochaine. Heureuse d'avoir été à vos côtés. Oui, voilà. Année. Donc, pour moi, les mardis, c'est fini pour cette année. Quelques semaines de congé. Donc, extrêmement important pour faire le plein et revenir, bien sûr. Donc, fit. Pour le début de l'année prochaine. Voilà, donc on se voit avec Jean-Luc la semaine prochaine. Quant à moi, je non, l'année prochaine. L'année prochaine, voilà. Je vous retrouve mardi prochain. Bonsoir. Radio Plus. Au cœur de l'info.